Bienvenue à tous, merci de la fidélité. L'émission a été annoncée depuis presque mi-journée aujourd'hui. Nous sommes lundi et en direct de Kinshasa pour parler du processus électoral. Vous savez, c'est le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. L'opposition a claqué la porte en commençant par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui même, c'est le Sénat où le député, ou plutôt sénateur FCC, n'ont pas voulu continuer ces débats, alors que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur y était pour effectivement présenter cette loi sur la répartition des sièges. Il n'y a pas cela qui pose problème dans les processus électoraux. Il y a aussi un certain nombre de points avec aujourd'hui la presse de Kinshasa. Nous allons passer en revue, notamment l'enrôlement et les fichiers électoraux, l'audit, oui, l'audit, avec cette polémique autour de qui doit faire cet audit interne ou externe, mais également le climat politique, la crispation, comment faire pour que ces élections se fassent dans de très très bonnes conditions. Il y a également les candidatures, mais aussi les obstacles et l'électorat. Voici donc une émission spécialement et exclusivement réservée à la presse de Kinshasa, de la RDC, pour comprendre d'où on est venu avec le président Kadima, qui aujourd'hui, après avoir été contesté à la tête de la CENI, aujourd'hui il s'impose, il s'installe. Contre vents et marées, il continue à imprimer sa marque pour que ces processus touchent à son terme. J'ai fait venir ici de spécialistes, on va dire des journalistes éprouvés de la scène politique nationale, notamment Israël Moutala, qui est le patron de 767.cd. Bienvenue. Merci Jean-Marie, merci de l'invitation. Il y a, juste en face de vous, Beledou, Liberté Actu. Bienvenue. Il y a en face, effectivement, Patrick Eyalé, qui est lui indépendant, c'est comme ça qu'il se présente. Indépendant. Bonsoir Jean-Marie. On pourrait également le sentir tout à l'heure dans le débat. Et puis, Gardi Diana, qui est aussi indépendant. Bonsoir Jean-Marie. Et enfin, Eric Iziami, qui est de Antenne A. Merci pour l'invitation. La plupart sont habitués du Club 50 et c'est tant mieux d'ailleurs qu'on puisse faire cette émission 2 jours après le lancement du nouvel habillage de votre chaîne et que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour les encouragements et surtout, merci d'être avec nous pour ce grand débat. J'aimerais bien aujourd'hui, avant de commencer donc, de dérouler cette émission que vous attendez tant, parce que, et ici au Congo et à travers le monde, les projecteurs sont braqués sur le processus électoral. Voici l'actualité du jour, traitée ici par la rédaction des Télé 50. Les jalons du processus électoral en cours est très mal posé. En dépit des voix qui s'élèvent le jour, honorable président, à ces propos, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position, maintes fois exprimée, de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composants. Une cour constitutionnelle non inféodée, dont les membres sont désignés conformément à la Constitution, aux lois en la matière, une loi électorale exclusive, garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Honorable Président, malheureusement, les constants faits de mer à mer, l'enrôlement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ce jour, s'est déroulé dans un contexte de fraude. Israël Moutala, la synthèse de la sénatrice Mouyumba reflète
oui ou non, c'est que le Congolais, de l'intérieur, et je dirais de la diaspora, parce que désormais, quelques pays ont été sélectionnés dans la diaspora pour participer à ces processus électoraux. C'est une vue d'esprit où il y a autre chose dans ces processus électoraux ici en RDC. Ben, en suivant la sénatrice Muyumba, ce qui me fait rire, ou bien qui m'interroge plutôt, c'est les mêmes griefs qui étaient faits à l'encontre de l'ex-majorité. FCC, Ouais. autrefois. Autrefois, ouais. Ils reprennent ce que disait l'opposition à l'époque. Voilà un peu l'ironie de l'histoire. Tous les gages de transparence, de crédibilité du scrutin, ils reprennent presque mot à mot ce que dénonçait l'opposition d'alors. Et moi, ce que j'aimerais ici, c'est quitter un peu ce jeu de rôle. Tout ce que fait la majorité est mauvais, toutes les propositions de l'opposition sont mauvaises. On est dans un dialogue de sourds. Mais avant d'entrer dans les vifs de ce propos, je m'interroge sur une chose. Pour une majorité, pour l'ex-majorité FCC, qui a publié des résultats dont on ne sait même pas comment est-ce qu'ils ont été agrégés, compilés. On a donné des chiffres, on ne sait pas dans quelle province, dans quel bureau de vote il y a eu tel nombre de voix. C'est des résultats globaux, des résultats qui n'étaient pas transparents. C'est quand même assez Là, gênant. vous parlez du processus de 2018. Oui, de 2018. Oui. C'est quand même assez gênant aujourd'hui d'être dans la posture de faire la morale sans faire mea culpa. Je pense que le FCC, aujourd'hui, serait plus crédible d'abord en reconnaissant que le processus électoral de 2018 n'était pas transparent, n'était pas crédible. Et là, il serait aujourd'hui fondé à essayer d'améliorer les choses actuellement. Voilà à peu près la première leçon pour des gens quand même qui ont fait un processus électoral où on ne sait même pas, moi je ne sais pas à qui est allée ma voix. Je ne peux pas savoir qu'aujourd'hui, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, Fayulu a eu combien, Tshisekedi a eu combien, Chadar a eu combien. Et ce sont les personnes qui ont regardé ces élections-là qui demandent aujourd'hui de la transparence sans demander préalablement pardon pour les élections passées. Je trouve quand même que... Est-ce qu'en l'écoutant, on peut dire le processus suit son train normal ou il est bloqué? Parce que les élus FCC à l'Assemblée nationale avaient claqué la porte. Aujourd'hui, ce sont les élus sénateurs qui ont claqué la porte. Est-ce qu'on peut faire les élections sans les élus? C'est le même scénario qu'en 2018 à peu près. Mais aujourd'hui, je rappelle, on remet les choses dans leurs proportions. Oui. Les élus de la majorité aujourd'hui qui ont claqué la porte, c'est à peu près 20 sénateurs sur 109. Donc 20 sénateurs. 20 sénateurs du FCC. La majorité revendique près de 90 sénateurs. Donc c'est les jeux de la démocratie. Vous participez soit au débat ou soit vous boycottez. À l'Assemblée nationale, c'était pareil. Une centaine de députés ont boycotté les processus. Il y a à peu près plus de 350 ou 300, plus de 300 qui ont validé le processus de répartition des sièges. Donc je pense qu'aujourd'hui... Donc le quorum était atteint. Oui, le quorum était atteint. Le débat ne se pose pas en ces termes-là. Le quorum était atteint et la machine avance. La vraie question aujourd'hui, parce qu'on a vu que malgré les faiblesses du processus de l'année passée, je rappelle d'abord qu'aucun processus électoral n'a jamais fait consensus. Aucun. Même celui qui a abouti à l'alternance en 2018. Si on se rappelle, en 2006, Ouais. Tshisekedi et l'UDPS avaient boycotté. Avaient boycotté les élections. La machine Ouais, avait continué absolument. quand même. Après, ils ont voulu rentrer dans le jeu, mais c'était trop tard. C'était trop tard parce qu'il y avait C'était trop quelques membres du l'UDPS qui ont participé quand même, qui ont été élus, Absolument. mais qui ont été exclus de l'UDPS, mais certains ont même siégé d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, parce que le FCC demande le boycott, demande à ce que... le FCC a boycotté. Oui. A boycotté ces élections-ci. Elles sont boycottées par le FCC. Mais alors, ils veulent rentrer... Comment est-ce qu'ils vont rentrer dans le jeu politique, dans le jeu électoral? Parce qu'ils ont boycotté. Il y a ils ont appelé au les trois boycott. points, mais on en parlait un peu plus tard. Il faut redimensionner la CENI, la Cour constitutionnelle et la loi électorale. Nous sommes à 6 mois des élections. Nous sommes à 6 mois des élections. Les élections, c'est prévu à peu près dans 6 mois. Vous avez vu tout le temps que ça nous a fallu. Ça a fallu au pays pour avoir un bureau de la CENI. Ça a pris... on a installé le bureau de la CENI avec plus de 2 ans de retard.
Est-ce que si on doit reconfigurer aujourd'hui la CENI, ça va poser de problème? Si on doit reconfigurer la Cour constitutionnelle, ça va poser problème. Voilà, il y a toutes ces étapes. Si on doit rouvrir encore l'enrôlement parce qu'une partie l'avait boycotté parce qu'elle estimait que le processus n'était pas assez transparent, ça posera problème. Moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est la question de la transparence du processus électoral. Et vous avez eu, dans la nouvelle loi, et l'engagement solennel du président de la CENI qui a dit que les résultats des élections de 2023, il y aura publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est un engagement. C'est ce que les Sassanga demandent. Hein? C'est un engagement solennel. S'il y a tricherie, s'il y aura tricherie, s'il y aura fraude, on le saura parce que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau, les résultats provisoires. On aura des preuves s'il y a tricherie, il y aura des preuves s'il y a fraude. Mais à ce stade-ci, on ne peut pas dire que le processus est opaque parce que tout a été fait en respectant le calendrier qui avait été publié en amont. Alors je demande à Eric Izamine, parce que quand vous lisez tous les communiqués, notamment des chancelleries, les Américains, les Français, l'Union européenne, du moins quelques envoyés spéciaux qui arrivent ici, ils ont le même discours. Il faut un processus électoral transparent, consensuel, apaisé et inclusif. Déjà, le dernier mot inclusif, avec les opposants qui ne sont pas de la partie, l'inclusivité est mise en cause là. Non, à ce stade, non. On le saura, je crois, à la fin, c'est-à-dire lorsqu'il y aura l'appel à dépôt de candidature, on verra qui sera retenu sur base des critères qui sera établi, qui est déjà établi dans la loi. Parce que la CENI ne peut organiser les choses que selon ce que prévoit la loi. Déjà, moi, je voudrais commencer toujours par un postulat. C'est vrai, les FCC est venu avec le maréchal qui s'en est allé. C'est-à-dire qu'il y a eu une réalité qui s'impose à nous tous, chaque fois, lorsqu'on organise des élections. Nous en sommes, cette fois-ci, à la 4e série. Ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas jusqu'ici réussi à tenir à jour ce qu'on appelle le fichier de l'état civil. Lorsqu'un enfant naît, moi, son père ou sa maman, nous devons aller au niveau de la commune pour inscrire l'enfant pour que celui-ci commence à exister juridiquement. Comme ça, le moment venu, lorsqu'il a l'âge de majorité, 18 ans, ici chez nous, il aura la possibilité de pouvoir voter. On est loin du compte par rapport à ça. On peut tout reprocher au maréchal Mobutu qui, lui, faisait des élections dictatoriales, la carte rouge, la carte verte, selon ce que nous avions lu dans l'histoire. Moi, j'ai vécu ça. Voilà, voter vert. Mais au moins, le maréchal Mobutu organisait les élections à la bonne date et à l'issue d'un recensement. Ici, la CENI, j'ai suivi la sénatrice, maximum de respect à la maman, parce que c'est la pièce maîtresse de la communauté, mais c'est elle qui nous éduque, mais elle oublie quelque chose. Elle qui est membre de la fine fleur de notre politique ici, tout annonce confondue. Ils ont mis 28 mois jour pour installer l'actuelle CENI. C'est les acteurs politiques. Si nous voulons, selon moi, avoir... Mais il y avait des problèmes au niveau de confession religieuse, mais les élus n'y étaient pour rien. Encore faut-il le résoudre. Parce qu'une certaine opinion dira, vous avez été aux affaires pendant 18 ans, qu'avez-vous fait pour ne serait-ce que résoudre le problème de la tenue à jour du fichier de l'état civil? Voilà pourquoi nous avons toujours recours à l'enrôlement dont elle a fait mention. L'enrôlement pose problème parce que justement chez nous, il faut actualiser. Maintenant que nous sommes au mois de juin, presque... Mais l'enrôlement lui-même pose problème parce que Corneille Nangaa dit le fichier, il est faux, les chiffres sont faux. Corneille Nangaa, quand il le dit, Jean-Marie, oui. Il le dit en tant qu'expert ou en tant qu'opposant politique? Les deux. Non, son propos n'aura vraiment pas de crédibilité quand on sait à peu près comment est-ce que lui s'est comporté lorsqu'il a été à la tête de la CENI. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je crois que notre classe politique devra quand même apprendre aussi à accepter lorsque les choses sont bien faites. Je prends un cas. Vous qui nous suivez à la maison, demandez dans votre entourage qui manque de carte d'électeur. Les gens disent que beaucoup se sont enrôlés parce qu'ils voulaient avoir une pièce d'identité. Les futurologues, ce n'est pas pour les élections. Du Congo-Kinshasa, chaque 20 ans, nous doublons notre population. Lorsque le maréchal s'en allait, 1997, on était à 45 millions. Aujourd'hui, presque 26 ans après, nous sommes autour de 100 millions. Donc, plus de 100 millions. Voilà, donc les calculs sont bons. Moi, je l'ai appris d'un géant de la scène politique congolaise, Bokolo Mpombo, qui peut lutter. Du haut de son âge, de son expérience, quand il dit que le futurologue nous dit ça. Mais moi, je crois que c'est des bonnes guerres. En réalité, c'est des bonnes guerres. Qu'avons-nous
qu'allons-nous faire si jamais les Congolais n'allaient pas au mois de décembre au vote? Parce que je suis en train de constater, de partout là, à travers le pays, vous sentez que les Congolais ont déjà pris goût aux jeux démocratiques. C'est-à-dire qu'il faut leur accorder la chance de pouvoir se choisir les différents dirigeants. Mais est-ce qu'il faut aller au vote coûte que coûte, vaille que vaille? Non. Dans n'importe quelle condition, Non, je ne dis pas avec cela. n'importe quel fichier, parce qu'il faut aller aux élections. Non, Jean-Marie, pour moi, je suis de ceux qui pensent que les élections révèlent la manière dont l'État fonctionne en réalité. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Lorsque vient le moment de voter, par exemple, les lois, nous regardons nous tous le Parlement, qui est bicaméral, l'Assemblée nationale du Sénat. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2023. Voyez-vous, quand est-ce qu'ils sont en train de parler de la loi portant répartition de nombre de sièges par circonscription électorale? À la télophase, dira un médecin, pas à la prophase, à la fin, parce que la clôture de l'Assemblée nationale pour la session... Mais avec quel objectif? Mais justement... Débloquer la machine? Mais justement, c'est comme ça que je dis, elle jette comme ça de pierre aux gens qui sont à la CENI, oubliant que elle fait partie de la classe politique qui n'a pas permis, qui n'a pas favorisé justement l'installation à temps de la CENI pour qu'on puisse aller vite. Vous savez, la CENI pour moi c'est comme cette maman qui vous dit que moi je suis prompte à pouvoir vous faire la nourriture et vous serez à table à midi. Mais encore faut-il donner à cette maman-là l'argent déjà autour de 6h, 7h. Mais si vous donnez l'argent à 11h50, mais vous lui exigez de vous donner la nourriture. Mais qui donne l'argent? Qui donne l'argent? C'est l'exécutif, Eric. Oui, l'exécutif qui est contrôlé par le Parlement. Elle est parlementaire, non? Mais elle peut aussi, de là où elle est, activer les choses. Faites vite, parce que nous attendons X chose qui est important pour notre démocratie, pour l'avancement du processus électoral. Patrick est là. Pardon. Il y a une question qui taraude quasiment tout le monde aujourd'hui. Et quand on écoute Francine Muyumba, et beaucoup d'ailleurs, Georges Kapiamba et les autres, ils disent un processus électoral biaisé ne vaut pas la peine. C'est source de frustration et de troubles. Vaut mieux gérer les choses en amont qu'en aval. Jean-Marie, il faut d'abord signaler l'ambivalence qu'il y a dans le discours des opposants. Si vous vous souvenez, il était d'abord question ici de dire que le pouvoir actuel prépare un glissement. Ils sont allés là où on aura le temps de le dire. Le candidat malheureux de 2018 est allé demander les sanctions. Ils sont allés dire que le pouvoir actuel préparait... Les dossiers sont déjà préparés. Hein. On va y arriver. Des sanctions à prévoir pour ceux qui sont en train de biaiser le processus électoral. Vous m'excuserez, mais c'est du pipi de chat. Mais permettez que je finisse mon propos. Donc, je disais que le discours était d'abord, il y a un glissement qui est en train d'être préparé. C'était le discours... Autrement dit, Tshisekedi ne veut pas d'élections. Ne veut pas des élections. On se réveille un beau matin, le discours change. Vous constatez l'ambivalence. Il ne s'agit plus d'un glissement qui est préparé, il s'agit plutôt d'une fraude qui est préparée. Le train poursuivant sa route, on est aujourd'hui à l'étape de dépôt de candidature pour les législatifs. Force est de constater, parlant de la sénatrice Muyumba, pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'en profite pour saluer son mari, Patrick Kanga. Monsieur Patrick Kanga, Qui n'est pas non plus pour le processus. cela va sans dire, quand l'on sait que le FCC n'a pas de candidat. Ils auraient été cohérents en montrant de leur part les gages qui laisseraient croire que cette formation politique est prête à aller aux élections. À 6 mois des élections, le FCC n'a même pas de candidat. Mais comment voulez-vous qu'il propose des candidats lorsque le processus est biaisé d'avance? Non. Pipé d'avance. La cohérence aurait voulu que le FCC, ce regroupement politique, s'organise, tienne un congrès, affûte ses armes et faire constater que le jeu est biaisé, que nous ne pouvons pas participer. Nous sommes prêts, mais nous sommes bloqués. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'avez même pas de candidat. Mais Moïse Katumbi est candidat, Sesanga candidat, Matata candidat, ils disent la même chose. Là, je répondais au FCC. S'agissant de l'opposition bourgeoise dont vous avez cité les noms. Bourgeois, dites-vous. L'opposition bourgeoise, mais ça n'a rien à voir avec l'opposition d'antan. Quand vous voyez
les personnes que vous avez citées venir avec leur 4x4, ça change de l'opposition. Donc, Fayoulou n'est pas bourgeois. il est, je dirais, drivé, et c'est comme ça qu'il perd la substance même de l'opposition. Car il s'est embourbé dans l'opposition bourgeoise, conduit par le tandem Matata-Katumbi. Il s'est embourbé. Il a même perdu, je dirais, ses Torahs, parce que, voyez-vous, la dernière manifestation, le sit-in, quand vous comparez, j'ai lu chez Beledou, qui a superposé les images du rassemblement des 4 leaders avec un autre rassemblement qui se faisait au Sénégal. Je dis, tiens, et vous comprenez à travers ce fiasco, appelons le chat par son nom, que l'opposition n'est pas prête. L'opposition ne s'y attendait pas à ce que les choses aillent d'aussi, je dirais, aussi bonnement. L'opposition espérait un déblocage. Mais Patrick Eyala, pardon. Vous Tout de même. Parlons, on va dire, du début. Vous allez encore dire que parce qu'il est opposant, Corneille Nangaa, l'enrôlement des électeurs, il y a des territoires entiers qui ne sont pas concernés. Les territoires occupés, mais aussi des territoires qui sont sous insécurité grandissante, Kwamut, etc., etc. Comment voulez-vous qu'on puisse crédibiliser un système? Il y a eu des machines qu'on a retrouvées dans des maisons des gens. Quand il y a des accidents, on trouve, et puis les cartes d'électeurs qui s'effacent. Tout ceci pose problème. Logistiquement, ça pose problème. Un peu pour rejoindre Moutala, Oui. la personne indiquée, elle est vraiment la dernière personne. Au-delà de la personne Merci. Au-delà des personnes Merci de constater. Ces griefs sont cités par les Congolais moyens. Constater avec moi que M. Nangaa, dans un monde, je dirais, où les gens sont, on leur donne un rôle en place, il n'a pas droit à la parole. Mais qu'à cela ne tienne, il aurait été cohérent pour parler de lui, d'opposer les chiffres avec des chiffres. En disant, tiens, par exemple, s'agissant de telle circonscription, je note des anomalies. Selon l'expérience que j'ai, sur tel coin, il ne peut pas y avoir un tel nombre d'enrôlés. Il a dit ça. Il ne l'a pas dit. J'ai encore son tweet en mémoire. J'aime les mots, hein. J'ai apprécié la succession de mots. Mais c'était du lyrisme. C'est avec tout sauf de la scientificité qu'on pouvait attendre d'un président de la CENI. Contester, c'est une chose, mais apporter les preuves de votre contestation en est une autre. Tiens, prenons par exemple, faisons une comparaison entre les chiffres produits par Nangaa, l'équipe Nangaa, en 2018, d'avec les chiffres de M. Kadima. Que M. Nangaa et compagnie nous disent où est-ce qu'il y a tromperie. On nous a dit qu'il y avait une fraude qui se préparait, qu'on gonflerait les voix de la province de Kasaï. Tout son cœur, on répétait la même chose. J'étais le premier à m'enquérir des résultats pour étayer les propos même de la Senco qui affirmait, pas sans rire, qu'il y a, je dirais, un gonflement jamais vu. Mais quand vous faites la comparaison, en termes de bons, la première province qui a fait un bond de 25% d'enrôlés, c'est le Lualaba. La deuxième province, c'est le Kwango. Mais ça, ils ne le disent pas. Le Kasaï vient en troisième position. Donc, il y a... Mais les Kasaï qui essaient de peupler quand même, avec des gens qui sont partis au Katanga, d'autres qui sont à Kinshasa, comment on pouvait avoir autant d'enrôlés? Ça, c'est aussi la question. Mais non. La question ne se pose pas à ce niveau-là. Jean-Marie. Oui. Entre affirmer qu'il y a quelque chose de frauduleux qui se prépare en faveur du Kasaï et ne pas être en mesure de dire à l'opinion que le Lualaba a fait un bond de 25%, que le Kwango a fait un bond de 21%,
que le Haut-Katanga a fait un bond de 16%. Mais c'est de la malhonnêteté. Cette fixation, quand bien même on réunissait tout l'espace Kassai, mais le quota qu'ils ont ne va pas faire élire le chef de l'État. Si on veut réduire le fief électoral du président Kassai, alors même que c'est faux, le quotient du Kassai ne peut pas faire élire un chef de l'État. Donc, il y a, je dirais, c'est connu que quand on est dans l'opposition, on use de mauvaise foi, de mauvaise volonté, mais il y a surdosage. Il y a surdosage de mauvaise foi dans le chef et des opposants et de la Senko. Donc, pour vous, la Senko, qui est la plus grande représentativité avec les paroisses, se trompe des chiffres, parce que si on prend l'audit, par exemple, de ces fichiers, c'est qu'a proposé Kadima est rejeté par la Senko pour dire que ce sont ses camarades. Ils ont proposé, par exemple, l'intervention extérieure, ce qui a été refusé par Kadima. Donc il y a matière à douter de la sincérité Les auditeurs qui ont fait l'audit ont proposé... On dit les amis de Kadima. Bon, je sais que la Senko aurait voulu que ce soit les amis d'un des candidats de l'opposition. Mais bon. Les auditeurs ont proposé à la CENI, et la CENI a accepté de publier dans le site de la CENI les noms et les lieux d'enrôlement de tous les enrôlés. 43 millions. Chose qui n'a jamais été faite. La CENI a souscrit à cela. Mais quelle plus belle preuve de transparence que cela? Mais l'identité de ces experts pose problème. Non, il n'est pas ici question d'identité. Oui. Il est ici, ou de leur crédibilité. Il est ici question des pistes pour je dirais, pour attester de la crédibilité, de la transparence. Les auditeurs ont proposé et la CENI souscrit à mettre dans un site les noms et les lieux d'enrôlement de tous les enrôlés. Je parlais de la Senko pour attester, merci de m'avoir prêté ce verbe qui se marie bien avec ce que je veux dire, dès le début. Et je l'ai dit dans une des émissions, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une mauvaise foi accrue. Je n'ai pas souvenir, prenons l'exemple de Ngoïmo Lunda, quand les griefs pesaient contre lui, on n'a pas reproché à Ngoïmo Lunda d'être de la même province que M. Kabila. Les griefs étaient portés sur autre chose. Mais aujourd'hui, vous entendez des prélats porter grief sur Kadima du fait de son appartenance de la province dont vous êtes aussi originaire. C'est gênant. La parole doit tourner. Je vais demander quand même, et on va aborder un point qui est aujourd'hui très sensible à Gardi Diana par rapport à ces processus électoraux, parce que aussi bien pour l'enlèvement, pour l'audit et pour cette loi de répartition des sièges, il y a le climat politique qui pose problème. Si on écoute Israël Moutala, on écoute aussi Patrick et Yalé, tout est bon dans le meilleur des mondes et que ça fonctionne plutôt bien avec Kadima. Et le pouvoir actuel. Mais comment expliquer que les mêmes opposants qu'on dit marginaux, ou plutôt insignifiants, lorsqu'ils tentent de s'émouvoir à travers la République, ils sont bâillonnés, empêchés, on les arrête, on perquisitionne. Le climat apaisé dont parlent les Occidentaux et les partenaires, il va s'établir. Comment pour avoir un processus électoral qui puisse rassurer tout le monde? Et surtout que tout le monde parte avec les chances au même niveau. Merci Jean-Marie pour la question. Je crois que dans le contexte, il faudra qu'on essaye de faire la part de choses justement entre cette culture politique qui est devenue presque endémique en RDC. Endémique? Oui, je le dis bien, je pèse bien mes mots. Et la réalité de fait. Je vais vous prendre un exemple. C'est vrai, il y a un élément essentiel ici quand Israël Moutala a parlé. Ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'avant de pouvoir définir le propos des uns et des autres,
il est difficile de se départir de ce jeu de rôle qui est devenu un principe dans la vie politique en RDC. C'est justement la réponse à cette question rhétorique qui s'est posée lui-même. Comment ça se fait que les hommes changent, les éléments de langage se répètent? C'est parce qu'on est C'est ce qu'on reprochait à Kabila hier. Exactement. C'est ce qu'on reproche à Tshisekedi aujourd'hui. C'est parce que justement dans un contexte de jeu de rôle. Or, le processus électoral, au-delà du fait d'être un mécanisme politique, il y a une dimension technique et scientifique. Il suffit de quitter ce que moi j'appelle depuis un moment cette forme de politicocentrisme dans le regard de la vie de la République. On pourrait cette fois-là avoir des éléments de vrai et faire la vraie opposition. Moi, je vous réponds direct. Dans ce processus électoral, tout n'est pas rose. Et je n'ai pas entendu, à moins que je sois un peu naïf, je n'ai pas entendu une sorte de perfection établie par le propos ni d'Israël Mtala, moins encore de Patrick Eyal. Mais le problème, c'est que discutons élection. Faisons la part des choses entre l'élection et la politique. Vous avez parlé des leaders. Pourquoi ils sont à gauche, à droite? Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, quelle est la stratégie? Le jeu politique congolais aujourd'hui, même quand il s'agit des questions électorales, chacun vient avec des agendas différents. On n'a pas tous le même prisme en ce qui concerne les élections. Que diriez-vous si je vous disais que certains viennent justement ou organisent dans l'idée de pouvoir provoquer? Qu'est-ce que vous dire si je vous ai dit que ça fait partie de la stratégie d'aller dans une marche, à un espace où, pour l'élite qu'ils constituent, ils savent que dans ces pays, il y a des zones stratégiques où on n'a pas autorisé le marche. On n'a pas autorisé des différents mouvements. Mais lorsque, et vous allez continuer, Oui. l'opposition demande à marcher, le pouvoir organise le même jour 2 marches, et pour l'opposition et pour le pouvoir. Ce n'est pas pour brouiller les marches? 2. Vous allez continuer. L'opposition demande qu'il y ait la bonne désignation des représentants, par exemple, à la CENI. On débauche ceux de la majorité qui n'ont pas qualité ni quitus de leur plateforme pour aller représenter au niveau de la CENI. Et pour terminer, lorsque l'opposition dit qu'il faut quelqu'un d'indépendant pour valider les fichiers, on dit non, on peut s'arranger avec les gens qui peuvent faire le même rôle sans pour autant déterminer les consensus, parce que les cadres de concertation que demande la Senko, par exemple, Kadima n'en veut pas. Je veux aussi répondre... Tout ceci brouille les cartes. Je vais aussi répondre au step by step. Commençons par le premier point. Quand vous parlez de organiser, vous m'arrachez peut-être le mot de la bouche. Je vais vous dire que moi, j'ai jamais compris. Je suis de ceux qui me suivent le savent, parce que je ne comprends pas quelle est la philosophie, encore la pensée du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. J'ai jamais compris exactement ce qu'il fait. Il gère. Il gère sa ville. Si lui gère, dans ce cas, moi, je suis le pape. Si ce qu'il fait, ça s'appelle gestion, ça veut dire que moi, je suis le pape. En gros, la grande question ici, c'est qu'il a avancé des raisons. Ça veut dire que nous, on a donné les 18 à l'opposition parce qu'on savait que le 20 était une date prévue pour la marche de l'ACP et de la jeunesse de l'UDPS. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais pour des raisons de stratégie. Quand l'opposition décide de quitter la date que vous lui avez proposée pour prendre le 20 parce que c'est un week-end, c'est logique dans la mobilisation, il est difficile de mobiliser pendant le jour ouvrable. On le sait tous. Vous voulez avoir le week-end, vous en tant qu'acteur, non seulement à la fois gouverneur, mais aussi surtout membre de la majorité, je pense que dans la stratégie, il pouvait bien décaler. À ces niveaux-là, on se mettrait d'accord. Donc Ngobila aurait dû annuler la marche de l'ACP et de l'UDPS. Il aurait pu pour des raisons stratégiques. Il n'y a pas de contrainte. Quand on vient dans le deuxième point, Jean-Marie Kassamba, je crois qu'ici, je l'ai déjà dit ici, quand vous parlez de question de processus électoral, sur l'indépendance de gens, disons-nous vrai, la question de l'audit est une question, ce que moi je qualifie de fait de gestion. Ça fait partie des bonnes pratiques, mais il n'y a aucune dimension contraignante. Pourquoi? Il n'y a pas de texte. Non, aucun texte n'oblige à la CENI d'aller faire l'audit externe, il n'y en a pas. À moins que quelqu'un me le prouve le contraire. Mais autrefois, Félix Tshisekedi disait, nous devons valider et vérifier ces fichiers. Vous vous rappelez les génies fichiers de l'UDPS? Exactement. Mais le problème, c'est dans le process. Comment vérifier le fichier? L'opposition aurait fait heure utile de prendre part aux portes ouvertes, assister en plein cœur de l'organisation du processus électoral, s'emmener avec des techniciens,
Récolter ce qui s'est fait là et venir avec une contre-proposition factuelle. C'est là où je vous dis qu'ici, il est question de jeu. Le jeu politique tel qu'il est défini en RDC fera toujours en sorte que quand vient des questions d'ordre technique, on discutera de manière subjective. Or, on aurait gagné en temps aujourd'hui. Techniquement, on s'est mêlé, on se discute. Bon, écoutez, vous parlez que ce fichier n'est pas fiable, expliquez-vous. Parce que de lors qu'on part sur un bon, si on fait les études statistiques, on est parti sur 40 millions d'enrôlés en 2018. Avec la croissance démographique, il est logique, je dis bien logique, que ces fichiers-là nagent entre le 41 et 44 millions. Maintenant, à ce niveau-là, statistiquement, on discutera de chiffres. Mais les climats politiques des terreurs, d'arrestation et des Je voulais arriver au niveau des climats politiques. Oui, mais ça ne garantit mais pas la question, moi, la sérénité des élections pour les élections. J'aimerais bien, JMK, qu'on se comprenne quand vous parlez de climat des terreurs. Oui. On aurait l'impression que c'est un phénomène ou un épiphénomène qui est né dans 2, 3, 4 ans aujourd'hui. Parlons de manière factuelle. Quand vous parlez de climat de terreur, à quel niveau on parle? Est-ce que vous voulez parler du frère de Matata qui a été tabassé? Vous voulez parler de quel contexte? Je veux qu'on soit factuel pour pouvoir lier le fait. Mais le factuel, c'est que Oui. les journalistes journalistes de l'opposition sont traqués, arrêtés. Les Katumbi et ses frères, enfin son frère, non seulement on pétitionne chez son frère, on va chez sa mère. Ensuite, celui des Matata, la même chose. Des déclarations un peu musclées par rapport à ceux qui veulent, allez, parlons-en, de père et de mère. Tout ceci fait que les gens ne se sentent pas rassurés. C'est ça le manque de consensus. Ce climat est pourri par tout ça. Ce climat-là, je venais de vous dire ici, c'est une question qui est presque devenue une culture politique aujourd'hui. Au-delà du fait du pouvoir, il y a aujourd'hui cette forme de vie des règlements de compte. J'aime d'ailleurs une phrase que Joël Cadet a l'habitude de dire. Il dit, s'il faut regarder le texte congolais, je crois que le journaliste, autant que nous sommes des candidats potentiels pour la prison. Heureusement que cela est en train d'être corrigé, et je profite de ce plateau pour vous présenter mes félicitations à vous et surtout Israël Moutala ici, pour le travail qui est en train de se faire pour assainir à ces niveaux-là. Donc en gros, ici, même quand il s'agit des faits privés, des questions de droit, dans le contexte, on en fait une dimension politique. Je suis d'accord avec vous que ce contexte date depuis longtemps en RDC. C'est une réalité de fait, on ne va pas le nier. Mais vous tombez exactement dans ce que moi j'appelle cette forme de politico-centrisme. Tout est lié. Qu'on ait un problème privé, c'est la politique, c'est le pouvoir. Qu'on ait un problème à côté, on n'a pas payé une dette et qu'on vous traque, c'est un problème. Maintenant là, je ne sais pas, j'aime pas mettre à la place publique des questions d'autres privés. Quelqu'un qui se permettrait d'aller titiller un politique, maladroitement d'ailleurs, qui se sont lésés dans ce droit, va porter plainte. Mais après, puisque c'est un professionnel des médias, on dirait que non, c'est le pouvoir qui est en train de malmener. Alors, je pose la même question à Bélédou. Et on va revenir quand même, parce qu'il y a des points qui me... Revenez. Je préfère qu'on fasse œuvre utile. On ne peut pas convoquer l'électorat lorsqu'il y a déjà autant de griefs qui est projeté. Il faut nous... Parce que Kadima lui-même dit... Des griefs pas prouvés. On ne contredit pas des éléments scientifiques par des allégations. Il n'a pas suffisamment de moyens pour commander les nécessaires. Le ministère des Finances et du Budget parfois retarde certaines choses. J'aimerais poser la question sur les climats d'apaisement exigés aujourd'hui par tous les partenaires de la RDC. Fayoulou a déjà proposé au niveau des États-Unis d'Amérique une liste des acteurs à sanctionner parce que, il reprime les acteurs de la démocratie, il brouille les cartes par rapport au processus électoral. On revient à la case départ. Des Chadari, des Nanga, des Mende, tous ceux qui ont été sanctionnés autrefois. Donc, Tshisekedi n'a pas, en quelque sorte, renouvelé les climats en RDC. Jean-Marie, vous savez... Malgré la démocratie, le peuple d'abord. Vous savez, les questions électorales, généralement, sur des élections 100% transparentes, crédibles, cela relève d'un débat autour des sexes des anges. Des anges. Exactement, sinon les États-Unis d'Amérique n'auraient pas de contestation post-électorale. Vous avez lu les derniers communiqués de la Maison-Blanche? S'il vous plaît. Pardon, j'en viens. Des départements d'État. Je pose les bases. Oui. Je me répète, les questions essentiellement liées aux élections, s'agissant des élections 100% crédibles, transparentes, relèvent d'un débat autour des sexes des anges. Sinon, aux États-Unis, on n'aurait pas de contestation post-électorale, dans de vieilles démocraties, en Europe notamment.
Et nous revenons dans un contexte africain. Surtout, particulièrement, le contexte de la RDC. Mais nous le savons. Nous suivons tous les débats. Nanga vous a fait part des vraies revendications lorsqu'il vous dit, par exemple, la CENI accuse des retards s'agissant des frais d'opération. Oui. Mais l'opposition devrait saisir à bras-le-corps ce problème pour en faire un problème particulier. Mais c'est un dysfonctionnement majeur, vous le savez. S'il vous plaît, Oui. c'est-à-dire, ces revendications des Nanga, l'opposition en fait sourde oreille. Ça, c'est un pan. Puisque vous parlez des élections 100% crédibles, etc. Apaisé, consensuel. Et un autre pan. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Kadima au stade actuel? Mais tout a commencé depuis sa désignation. Tous sont d'accord que Kadima est un fin stratège ou technicien en matière d'organisation des élections. Tous. Lui. L'Église. Tous. Nanga également, il a reconnu. Nanga qui était un ancien Nanga l'a reconnu. technicien des élections. Nanga lui-même l'a reconnu. L'Église, Oui. etc. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a reproché à Kazadi juste après? Simplement parce que il est Louba. Quelqu'un l'a dit sur Kadima Louba. Quelqu'un l'a dit sur ce Il est, plateau. mais est-ce que... Qu'est-ce qu'on reproche à Kadima? Les confessions religieuses ont fait leurs élections. Je crois qu'ils étaient à 8. Mais sur les 8 confessions religieuses, 8 ou 9? 7. À 8. Chez nous, il y a confessions religieuses. Sur les 8 confessions religieuses, Oui. chacune des confessions religieuses n'a qu'une seule voix. 8 branches. Ils vont aux élections. C'est l'Église, les 6 autres confessions religieuses qui votent pour un candidat. Et les 2 autres n'étant pas d'accord avec leur Le candidat. plus important. Ça veut dire quoi, les plus importantes? Lorsqu'on Les va aux catholiques élections, et les protestants. ça veut dire quoi? La loi est claire. Nous l'avons plusieurs fois dit sur ce plateau de télévision. Chacune des confessions religieuses n'a qu'une seule voix. Ce n'est pas parce que l'Église catholique se prétend avoir 90% des fidèles en RDC ou 70%, je ne sais pas si c'est encore vérifiable, C'est que incontestable. cette Église... C'est incontestable. Bon, peu importe, je n'entre pas dans ce débat, mais la loi est claire. La loi dit clairement que chacune des confessions religieuses, lors des élections, n'a qu'une voix. Et l'Église catholique, sachant qu'à ce niveau-là, il ne peut rien faire, elle ne peut rien faire. La conclusion, c'est qu'elle a claqué la porte. Aujourd'hui, on conteste Kadima. Pourtant, la vérité est là. Et donc, nous ne nous éloignons pas de la vérité. Ça, c'est important. J'aimerais rencontrer votre question, Jean-Marie Kassapa. Lorsque vous dites que les sanctions sont sollicitées, j'ai suivi un communiqué où Les fiches, Fayoulou, les noms circulent déjà. Fayoulou exigeait notamment les sanctions de quelques personnalités, notamment Nicolas Kazadi. Oui. Il a parlé d'un certain Toto Mabikou, il a parlé des Nang et Des Kabouya. des Kabouya, Oui. il a parlé. Mais rencontrons Avec les violations justement des droits de Fayoulou. l'homme, les tabassages. tout ce qui se passe. rencontrons justement Fayoulou. Oui. Donc si, il faut qu'on rencontre Fayoulou. Lorsqu'il dit par exemple, j'ai noté quelque part parce que je n'ai pas amené de papier ici. Lorsqu'il dit par exemple, comment est-ce que on refuse à l'OIF de ne pas auditer les fichiers électoraux? Est-ce que seulement il est suffisamment renseigné? Fayoulou vit-il ici ou il vit ailleurs? Ou il le fait simplement pour faire plaisir à certains? Gage de crédibilité. L'OIF est arrivé. L'OIF a remis son rapport à la CENI. L'OIF est parti. Et vous savez la position des Congolais, et ce n'est pas que les politiques, parce que généralement nous avons tendance à nous référer aux politiques, et les citoyens lambda, et les ONG de défense des droits de l'homme, et des structures, des mouvements citoyens, Par etc. rapport à- S'il vous plaît. À Mugamaba. Exactement. Mouchouabo et- exactement. et le Ce Rwanda, n'est pas oui. Bélédou sur ce plateau. Oui. Je vous parle de plusieurs ONG, notamment les Kapiamba et les autres, qui disent mais on ne peut pas laisser dans un contexte actuel que l'OIF audite notre fichier dans la mesure où d'ailleurs, vous savez que c'est une sorte d'appendice de la politique de Paul Kagame, avec Mouchikiyabo et les autres, je ne reviens pas sur ce récit. Et plusieurs fois, Jean-Marie, il faut le rappeler ici, on a suivi les sorties médiatiques du président Kagame. Pour une fois, contre toute attente, tout obus, il a osé parler du processus électoral en RDC. Lui qui organise des élections avec des scores staliniens, mais il parle quand même de la RDC, avec beaucoup de dédain.
en jetant de l'opprobre sur ces élections. Et en annonçant même l'hécatombe. Mais- Et nous allons la laisser CENICO à a une structure. proposé d'autres Mais justement, j'en viens. Et donc, lorsque auditeurs Fayoulou, crédibles et lorsque extérieurs. je rencontre Fayoulou, lorsqu'il dit par exemple que l'OIF, et la CENI a refusé à l'OIF de ne pas auditer le fichier, il a tout faux. 6 jours, Il a tout faux. qui n'était pas suffisant. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas sur ce que les amis ont dit sur ce plateau. Et donc, il n'y a aucune contrainte légale qui exige à ce que l'OIF, que ce soit l'organisation de l'OIF qui audite le fichier électoral de la CENI. Et donc, à ce stade des choses, Fayoulou, lui qui est chantre de la souveraineté nationale partout où il passe, il devait comprendre avant d'aller chercher ses parrains que la CENI n'a pas refusé à ce que l'organe comme l'OIF, etc. Et pire encore, c'est là où je dis, est-ce qu'évite-t-il au Congo ou pas? Lorsqu'il dit par exemple, en demandant des sanctions contre les dignitaires, quelques dignitaires, notamment le président de la CENI, il dit non. L'Union européenne, Kadima a refusé à l'Union européenne de faire l'audit du fichier électoral. Mais depuis quand l'Union européenne vient faire l'audit du fichier électoral, l'Union européenne a sollicité l'observation électorale. Rien à voir avec Encore que c'est même l'audit. dans la phase de Rien à voir. d'exploration. L'observation. L'Union européenne a toujours fait l'observation électorale. Renseignez-vous lors de... Mais vous êtes en train de parler des élections à huis clos, le Doux. Oui. Ce qui veut dire que tout ce que Kadima va faire, personne n'a aucun mot à dire. Non, moi je verrais bien. Et les partenaires de la RDC Non. ne peuvent même pas crédibiliser Moi ça. j'aimerais bien que l'on dise des choses vraies. Voyez-vous, je n'aimerais pas que l'on retombe un peu par ces jeux de ping-pong lors des téléphones achetés par un candidat président de la République. On dit ça venait de l'Iran, l'Irak, etc. Et finalement, on vient avouer que c'était un candidat qui l'a donné. Non, il ne faut pas mettre la population dans la confusion. Il faut rencontrer d'abord Fayoulou avant d'aborder certaines autres questions. Sur la question de la cartographie, parce que c'est contenu dans les revendications, les inquiétudes de Fayoulou. Oui. Il dit non, la CENI refuse délibérément de publier la cartographie des bureaux de vote. Et les chiffres de EALE ont été contestés par les autres. Mais ici, il faut rappeler Jean-Marie Kassamba. Oui. Il faut Les rappeler- 45 ou 43 millions Non, il faut rappeler que relais. l'obligation légale de la 43. CENI, Oui. c'est la 43. cartographie des centres de compilation des bureaux de vote qu'il faut publier. Mais la CENI est allée même plus loin en publiant les centres, la cartographie des centres d'inscription, au-delà même des obligations légales, juste dans les soucis de la transparence. Alors, lorsque Fayoulou fait cette compilation-là, lorsqu'il fait ses revendications, ses inquiétudes, est-ce que M. Fayoulou, Martin Fayoulou, candidat président de la République, il s'est référé à quelle institution, à quel technicien pour mettre en surface tous ces éléments? Et donc, Jean-Marie Kassamba, je chuterai par dire, lorsqu'il parlerait des kits, il a parlé des kits, il dit ça s'est passé avec toute opacité, etc. Mais tout en oubliant qu'il y a eu appel d'offres. Avec des d'offres kits internationales. qu'on ramassait. Mais il y a eu appel de d'offres gauche à droite. il y a eu appel d'offres international. Avec des cartes d'électeurs qui s'effacent. Les gens disent même aujourd'hui, ils ne savent même pas se reconnaître dans ces cartes. Mais nous épargnons en noir et pas. blanc. Oui, la mais question, ce sont la les question- la dysfonctionnements question des constatés. cartes, je crois que Kadima l'a clairement dit plusieurs fois, il a dit. Que- Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de mutualisation. La CENI produit les cartes d'enrôlement, ce qui va nous permettre aux Congolais d'aller voter, justement. Mais l'ONIP, qui, d'ailleurs, j'ai suivi le Premier ministre Sama Lukonde lancer des opérations d'identification de la population, pour une fois, les Congolais auront une carte d'identification. Mais pour quand? Voyez-vous, ça sera lancé. Pour quand? D'ici- Parce qu'on a 6 mois. Ça sera lancé Quand d'ici est-ce peu. qu'on est république, Peu les importe, autres- les processus électoraux, les c'est de presque 2000, 200 millions de ça va de jusqu'en personnes. 2027. Et donc, peu importe, nous aurons une carte d'identification. Pour quelques Congolais. Mais pour les élections, Oui. et donc, cette carte-là que les Congolais ont va leur permettre justement On va d'aller aux voter avec élections. quoi? Nous allons voter avec la carte d'enrôlement. D'électeurs. La carte d'électeur. La carte d'électeur que nous avons. Pas avec la carte Voilà. Mais d'identification. cette carte, justement, La carte pose d'identification- problème quant à notre authenticité parce qu'elle s'efface. Bon. Les gens ne se reconnaissent plus dans. La réponse à ça, Sur cette carte. il y a un code qui est. Dès que vous arrivez à la CENI, même Oui, si mais si la photo s'efface, les codes aussi s'effacent. Non. Et puis, c'est question de gestion. C'est une impression si c'est cette carte. La vôtre s'est effacée. Bon, je ne parle pas du même parce que moi, Ah, ben, j'étais cobaye. Moi, C'est une j'étais question de cobaye. gestion. Comment on peut avec avoir les au bout d'un organisations. mois, La mienne aussi ne s'est pas Mais la mienne aussi ne s'est pas effacée. tendance des gens qui Jean- s'inquiètent est que l'impression de On cette connaît carte- cette tendance. On connaît Jean-Marie, cette ne tendance. tombons pas dans ces jeux. Vous savez, les cartes que nous C'est avions que eues lui, en il 2000, dit ça. les cartes que nous avions eues en 2000, Les éléments desquels en ils ne sont pas 2000 fiables. en 2006
Si on ne sait pas les conserver, eh bien, ça s'efface. Et donc, ça, c'est un faux problème. Il ne faut pas retomber dans ça. Je crois que la CENI en a largement répondu. Mais lorsqu'on a parlé des kits, dans les revendications de Martin Fayoulou, il parle des kits. Il dit, la chasse s'est déroulée en toute opacité, etc. C'est pas passé par... Il y a des individus qui avaient des kits chez eux à la maison. C'est faux. Renseignez-vous sur Mero System qui a d'ailleurs... parce qu'il y a eu plusieurs soumissionnaires. La CENI a lancé un appel d'offres international. Certains sont venus avec des montants exorbitants, 200 millions, etc. Et les montants appropriés, c'était les montants des Mero System avec, je crois, 92 millions de dollars. Et on nous aurait proposé un matériel bas de gamme. C'est pour ça que la fiabilité n'est pas à 100%. Eh bien, malheureusement, au Congo, tout le monde est spécialiste dans les questions électorales et dans tout. Aujourd'hui, on parle de la balistique, tout le monde vient, il dit non. On vous parle des usines montées, fabriquées ici, on dit non, fabriquer ne veut pas dire monter, etc. Tout le monde devient spécialiste. Et donc moi, je n'entre pas dans ces débats. Et donc, Jean-Marie, j'ai taillé tous ces éléments. Et pire encore, c'est Fayoulou que je disais ici, c'est un chantre de la souveraineté. Partout où il passe, il réclame la souveraineté de l'État. Candidat président de la République, peut-on dire entre guillemets que c'est le futur président de la République, Inch'Allah. Mais lorsque celui-là va quémander des sanctions contre ses compatriotes sur des questions aussi claires, eh bien, je crois qu'il y a des agendas cachés. Bérédou, vous êtes en train de dire, et on parlait tout à l'heure du climat des affaires, lorsque les opposants sont bâillonnés, il y a des matraquages, il y a les manifestations qui sont aujourd'hui empêchées de s'exécuter, leurs frères tabassés, etc. Autrefois, le rassemblement des Tshisekedi du Père, tous ces gens étaient partis à travers le monde faire campagne contre le régime Kabila. Le faire aujourd'hui par Fayoulou et les autres, ce n'est que justice. Pourquoi vous minimisez cela alors que c'était d'actualité? Certains sont même encore sous sanction aujourd'hui. Jean-Marie, moi je suis très équilibré. Comment vous exemptez les gens dont Mouya, par exemple, a dit que on condamne les violences contre notamment cet enfant ou ces policiers, etc. Jean-Marie, c'est avéré qu'il y a eu des violences. Sur certaines questions, moi je suis... Les arrestations comme des Kalonda, tout ça. Moi je suis très équilibré. C'est flagrant. Très équilibré lorsque je fais des analyses. Je ne sais pas la raison pour laquelle, par exemple, on a empêché à Katumbi d'aller dans le Congo central. Dans le Congo central. Ou à Matata d'aller dans le Bandouzo. Moi je suis pratiquement contre. Je rencontre aussi Diana lorsque, par exemple, elle disait qu'il ne comprenait pas comment Ngobila gérait la ville de Kinshasa. Eh bien, je pense que si il prétend être les papes, je te les concède, Bon, le débat n'est pas tout. Tu peux même aller au-delà du pape, oui. Ange Michael, oui. si tel est le cas. Je ne reviens pas sur tout ça, mais je n'arrivais pas à comprendre que ce qu'on a décrié sous Kabila, oui. Lorsque Kimbuta alignait l'opposition et le pouvoir marché le même jour. Après, il a annulé. Etc. Ça embrasait le pays. Voyez-vous? Et donc, moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, c'était quelle raison pour que l'on mette et l'opposition et la majorité le même jour pour marcher. Et donc, c'est vrai qu'il y a, tout n'est pas rose sur ce point-là, mais je n'aimerais pas revenir ici sur la victimisation de certains. Voyez-vous? Je suivais quelqu'un, je ne reviendrai pas sur des noms des gens ici, quelqu'un qui prend la troisième bande et qu'on l'interpelle parce que c'est une infraction routière, comme on dit. Et malheureusement, ça devient une affaire politique. Et il n'y a pas chasse aux sorcières? S'il vous plaît. Je ne pense pas. Il n'y a pas chasse aux sorcières? Je ne pense pas, Jean-Marie. Les peuples vous écoutent, hein? J'en viens. Moi, je ne pense pas. Et donc, j'ai dit qu'il y a... Je commençais par condamner. Mais je dis aussi qu'il y a beaucoup de victimisation. Voyez-vous, lorsque l'on commet des infractions de droit commun et qu'on l'on veut tout ramener à la politique, comme Diana le disait ici, il a utilisé une théorie, ramener tout au niveau politique, et c'est ce qui tue le pays. Et donc, je crois que l'opposition est dans une logique de se victimiser, parce que quand vous voyez les raisons pour lesquelles Salomon Escadela a été arrêté, oui. L'OPJ qui a fait la déclaration, c'est vrai que moi je n'aime pas trop commenter quand il s'agit d'une phase préjuridictionnelle, mais je constate simplement que les griefs ont été clairement dit par l'OPJ, mais tout le monde s'est substitué en OPJ pour dire non, ce n'était pas l'arme de Salomon, c'était l'arme des Matata, etc., avec beaucoup d'incohérences. Le policier qui dit avoir perdu son arme le 25, alors que
la justice dit que c'était perdu depuis le 20, etc. Beaucoup d'incohérences. Laissons la justice faire son travail. Eh bien, sur ces questions, Jean-Marie Kassamba, ne cédons pas. Comment vous relativisez les climats, la crispation, ce que répond aujourd'hui la classe politique? Parce que des élections libres, sereines et pérennes, transparentes, doivent se faire lorsque tous les compétiteurs avancent de la même manière. Et je vais poser cette question justement à Israël Moutala, parce que... Mais j'aimerais chuter avec, vous chuter avec une phrase. Allez-y, avant que je pose la question fondamentale sur les atouts et les faiblesses. Cette phrase, c'est simplement pour dire, oui. Lorsque vous regardez nos 9 pays voisins, nous sommes exactement la République démocratique du Congo. Ce qui s'est fait au Congo de Tshisekedi, ici, oui. Ça ne se fait pas au Congo-Brazzaville. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au Congo, Kinshasa, c'est une démocratie. Les gens disent ce qu'ils pensent. Les opposants peuvent marcher. Les gens peuvent passer critiquer le président de la République et rentrer. Quand on chez des gens, Jean-Marie Kassamba, vous êtes journaliste et vous savez de quoi je parle. Ce qui s'est fait ici ne se fait jamais au Rwanda. Parce que lorsque vous faites une évaluation de la situation sécuritaire ou la situation politique ou démocratique de la RDC, tenez compte de tous ces paramètres-là au niveau de pays voisins. Ce qui s'est fait en RDC, les niveaux de démocratie qu'il y a ici, comment les opposants peuvent se comporter, etc., on ne peut pas les vivre en Angola. Jamais, rassurez-vous. Je parle de pays où je suis passé. Ça ne peut pas se vivre au Burundi, moins encore en Ouganda. Je ne vous citerai pas ici la Zambie. Je ne vous citerai pas ici. Mais pourquoi la classe politique n'a pas la même lecture? Vous êtes d'accord avec moi n'a pas la même lecture que vous. L'avancement, et même sous Kabila, ce n'est pas ce qui s'est vécu. Sous Kabila, on a connu des gens qui étaient simplement tués, assassinés parce qu'ils ont donné des opinions politiques. Et donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut admettre qu'il y a une avancée sur le plan démocratique. Et ce n'est pas à un Fayoulou de nous dire aujourd'hui, dire à 100 millions de Congolais que nous ne pouvons pas aller aux élections simplement parce que le climat n'est pas propice. Non, il faut dire ici que l'opposition est dans une logique. Et la logique de l'opposition est claire et simple. Fayoulou lui-même, c'était le chantre d'un dialogue. C'est lui-même qui a ramené un projet de sortie des crises où il s'est proposé comme celui qui va demander que la CENI soit consensuelle, que la Cour constitutionnelle, que les textes soient bons. C'est ce que la CENI est en train de faire. Avec auditer les fichiers électoraux ne veut pas dire prêter le flanc à la Cinco. Non. Parce que selon l'entendement des Fayoulou, s'il faut auditer le fichier électoral, il faut prendre une structure qui est née des bottes d'Ambongo. Non, ce n'est pas ça, auditer le fichier électoral. Et je reviens ici sur ce que les amis ont dit. Lorsqu'on veut auditer une entreprise, Jean-Marie, on ne vous impose pas une structure. Non. Même au niveau du gouvernement, Matata Pogno qui a sollicité à Ernest Ndiang venir auditer sur la situation de Boukangalonzo. Quelqu'un ne viendra pas vous imposer ici, Jean-Marie, une structure qui va auditer votre gestion. C'est à vous de choisir et de faire appel. Merci. Et c'est ce que la CENI a fait. Alors, Israël Moutala, est-ce qu'il faut donner aujourd'hui une carte blanche à Kadima pour faire ce qu'il veut, comme il veut, pour que son processus aille de l'avant? S'il y avait de positif dans ce que Kadima est en train de faire, c'est quoi? Parce que les négatifs, on est en train de le voir, et ceux qui quittent la table, ils les disent à longueur de journée. Opacité, on avance masqué, on ne veut pas qu'il y ait suffisamment l'œil, etc. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce processus piloté par Kadima? D'abord, Kadima organise un processus électoral sur base de textes. Il faut d'abord rappeler que participer à une élection, c'est un processus libre. Tu peux ou ne pas. On y adhère ou on n'y adhère pas. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Tu peux participer à une compétition électorale ou ne pas y participer pour X ou Y raison. Tu peux ou ne pas t'enrôler pour X ou Y raison. Donc, d'abord, le processus électoral lui-même, la participation est libre. Mais je suis d'accord, il faut un processus consensuel, il faut un processus apaisé. Mais tout ça, il y a la loi. Kadima fait des élections à partir de la loi. Il y a une loi organique qui organise la CENI, il y a une loi électorale, il y a tous ces instruments-là juridiques, il y a des bonnes pratiques. C'est en fonction de ces instruments-là qu'il organise les élections. Donc, la question du fichier aujourd'hui, on vous dit que le fichier, on a enrôlé à peu près 43 millions d'électeurs. Mais vous dites que le fichier est opaque, vous dites qu'il y a des fictifs. Mais prouvez-les, il ne suffit pas d'affirmer, il ne suffit pas d'alléger. Des doublons, des mineurs, des gens qui sont morts. Mais on les a élagués, les doublons. Quels mineurs? Mais c'est ça le problème.
On dit en Bujumaï, on a vu des mineurs s'enrôler. Il y a des photos, des images. Mais c'est ce qui est dommage. Voilà, Patrick Eyalé a dit ici tout à l'heure que on pensait que le Kasaï, ça serait un... On a gonflé, on aurait gonflé. Mais non. Mais vous pensez très bien que... Mais pourquoi il y a... J'analyse. Vous pensez que le président Tshisekedi est sûr que on gonflerait les élections, le nombre des électeurs au Kasaï, il croiserait les bras. Mais pourquoi il a fait une large coalition? Pourquoi il s'est entouré de Bemba? Pourquoi il s'est entouré de Caméré? Pourquoi il a fait une large... engranger des voix dans toutes les provinces. Pourquoi il s'est entouré de Bahati? Pourquoi il s'est entouré de Moussa Nyamouissi, de Paloukou, de Mbosso? Bref, pourquoi il fait cette large coalition? Pourquoi il fait un grand rassemblement autour de lui? Mais parce qu'il sait qu'une élection ne se gagne pas dans un fief, dans un bastion. Il faut rassembler les Congolais de tous les horizons. C'est ça la stratégie. Et en face, vous avez une opposition qui n'a pas encore une candidature commune, une candidature qui travaille. Il y a plusieurs candidatures. Donc il faut d'abord que l'opposition se regroupe. Ici, Eyalé a dit que le Katanga a gagné des voix des électeurs de siège. En circonscription. Ah d'accord. Mais alors, ça bat en brèche l'influence de Joseph Kabila. Joseph Kabila, dont on sait quand même que l'ex-Katanga est le fief, dont la famille politique a appelé au boycott. Est-ce à dire que le Katanga n'a pas suivi le mot d'ordre de l'ancien chef de l'État? Voilà la question qu'il faut se poser aussi. Parce qu'on dit, voilà, au Kasaï, on veut gonfler parce que, et tout ça. Mais quid du fief électoral de l'ancien président de la République, le Katanga, parce qu'il a appelé au boycott. Mais si les résultats de Kadima avaient minoré les voix dans l'ex-Katanga et qu'on avait dit que non, le fait qu'il y ait moins de sièges, c'est parce que la famille politique de l'ancien chef de l'État, dont c'est le bastion, parce qu'il a obtenu près de 100% à toutes les élections présidentielles. Le Katanga, le Grand Nord, le Maniema, absolument, et tout ça. Même 102%. Je dis près de 100%. Maintenant, on avait 102%. Donc, près de 100% en 2006, en 2011, donc c'était près de 100% dans l'ex-Katanga. Et sa famille politique a appelé au boycott du processus. Alors, pourquoi le boycott de l'ancien chef de l'État, je sais qu'il est encore populaire dans l'ex-Katanga, ne s'est pas traduit? Pourquoi on ne fait pas remarquer que non, au Katanga ici, non, au lieu de 7-8 millions qu'on a, il fallait 5 millions, il fallait 4 millions parce que l'ex-chef de l'État, parce que c'est son fief, a appelé au boycott. Voyez-vous? Il faut faire vraiment très attention. Donc ici, quand on demandait aux gens, aux partis politiques, de leurs témoins, de suivre le processus, c'était aussi ça. Un parti politique doit être en mesure de dire, voilà, nous avons une liste, on va vérifier, des listes tests. Vous avez une liste de vos gens, vous les avez enrôlés, ils se sont fait enrôler par exemple à Massina. Vous demandez, vous allez, voilà, vous ne donnez pas la scène, vous dites voilà, on vous envoie une liste de 10 de nos membres. Dites-nous avec exactitude où est-ce qu'ils ont été enrôlés. Vous allez regarder, quel âge, quel sexe, quel document il avait présenté. C'est comme ça qu'on interroge un fichier. Le fichier, quand on dit que l'enrôlement, il y a des conditions. Être congolais, avoir 18 ans révolus, présenter des pièces, il y a des conditions. Ne pas s'enrôler 2 fois ou tout ça. Alors vous, maintenant, par rapport à ça, vous interrogez. C'est ça qu'on appelle l'audit du fichier. D'où l'audit indépendant. Mais quand vous dites que... Nous avons reçu ici Cholet qui dit, à partir du moment où vous organisez l'opération d'enrôlement seul, vous auditez seul, et vous avez... la cartographie seule. Mais la cartographie... Qui va valider ce que vous faites? D'abord sur la carte. Qui va valider? On appelle ça la Commission électorale nationale indépendante. C'est ça l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire qu'il y a une structure à qui on a confié la mission d'organiser les élections, d'enrôler les gens sur les listes électorales. Ça, c'est constitutionnel. Ça aussi, c'est dans nos lois. Mais cette question de l'indépendance de la CENI, par moment, elle peut déroger à cette règle. Quand elle dit qu'elle veut auditer, elle veut se faire auditer, ce n'est pas une obligation légale. C'est elle-même qui dit, voilà, elle avait prévu ça dans son calendrier. Elle dit, voilà, venez voir ce que j'ai fait. Elle appelle les auditeurs externes, par bonne foi, tout simplement. Mais ce n'est pas une obligation. Mais quand elle avait prévu que l'OIF... dit, et vous allez continuer, elle avait prévu que l'OIF... Mais ça a changé. Le rapport d'audit, c'était préécrit par les services des Kadima. Et on a seulement donné à ces auditeurs de publier ce encore une fois, il faut eux-mêmes avaient déjà prévu auparavant. Donc c'était typé d'avance. Le problème c'est quoi? La bonne foi et les Kadima fait des élections pendant toute sa vie, plus de 30 ans. Donc il connaît tous les auditeurs, il connaît tous les circuits
oui. Toutes les personnalités qui gravitent autour des élections, il les connaît. Parce qu'il a été expert des élections pour le PNUD, pour EISA, pour l'Union européenne. Il a fait ça toute sa vie. Donc, il n'y a aucun auditeur, aucun expert électoral qui viendrait dans ce pays que Kadima ne connaîtrait pas. C'est impossible. Il connaît tous les acteurs. Il a travaillé avec Malou Malou, il a travaillé avec Ngoï Mulunda, il a travaillé avec Nanga, il a travaillé avec tout le monde depuis le processus parce qu'il pilotait une grande institution d'appui aux processus électoraux. Donc, il connaît les acteurs. Donc, il n'y a aucun nom qui peut venir ici auditer le processus que Kadima ne connaîtrait pas. Voyez-vous que c'est un faux débat. Mais Donc, aujourd'hui, il y a la vie après la CENI quand même. Absolument. Si Kadima fait exactement peut-être ce que Mnanga aurait fait autrefois, maintenant que son nom est cité dans des personnes à sanctionner, ça risque d'avoir des soucis majeurs parce que ces fiches qui se baladent maintenant au département d'État, à l'Union européenne, etc. Mais ces fiches, il y a des contre-vérités. On vous l'a dit ici. Les fiches, il y a des contre-vérités. Sur la question de la publication des centres d'inscription, dans les griefs en tout cas, la fiche de Fayoul, oui. Oui. Mais non, il n'y a aucune obligation de publier la cartographie des centres d'inscription. Parce qu'il y a une différence à faire entre centre électoral et centre d'inscription. Ouais. Donc, sur les centres d'inscription, là où nous sommes enrôlés, il n'y a aucune obligation légale de publier ça. Je vous ai dit encore, il y a un cadre pour faire les élections. Et par rapport au cadre, par rapport à la publication de la cartographie des centres d'inscription, la CENI l'a fait de bonne foi. Elle n'était pas obligée. Par rapport aux listes électorales, la loi est claire. On publie les listes électorales provisoires 60 jours avant la campagne électorale et les listes définitives 30 jours avant la campagne électorale. Voilà ce que dit la loi sur cette question-là. Sur la question, j'aimerais terminer sur la question, par exemple, de l'attribution. On a suivi nous-mêmes, tous ici, le processus d'attribution du marché des kits électoraux. Oui. Ce n'était pas dans l'opacité. Il y a eu un appel d'offres. Et je crois que c'est au mois de juillet de 2002. Le 25 juillet, la précision, 25 2002. Mais on nous a vendu la camelote. Non, ce n'est pas de la camelote. On nous a vendu la camelote. Ce n'est pas de la camelote, ça veut dire que c'est une machine dans l'automne. Parce qu'avant, c'était quoi? Il fallait faire les batteries. Il faut une batterie au lithium qui dure pendant au moins 48 heures ou 72 heures. Et c'est des machines faciles à transporter. Donc, il y avait une innovation technologique. Voilà pour ce que Miro a vendu ces machines-là. Et ça coûte 93 millions de dollars. Et il y avait des offres de 200 millions de dollars. On a pris l'offre la plus innovante parce que vous étiez d'ailleurs, vous avez fait l'expérience. Oui, on a pris vos iris et puis les empreintes, c'était une nouvelle technologie. Pour le fait que la photo peut s'effacer. Mais la CENI, elle a dit clairement qu'il y a un communiqué qui a dit que les gens qui n'ont pas bien conservé, les duplicata sont là. On va délivrer les duplicata. Donc, ce sont des questions qu'il faut... avec des questions fondamentales de ce qui peut plomber cette élection. On a parlé du climat. Même si ça a été expliqué ici que on assimile un peu tout, on mélange un peu tout. Non, mais pardon, j'aimerais terminer sur cette question du climat. Oui. Non, il faut que le climat soit le plus apaisé possible. Et par là, je comprendrais, moi je ne suis pas d'accord qu'on puisse empêcher l'opposition de manifester, empêcher l'opposition de tenir un discours, de se déployer. Je suis contre ces pratiques-là. Et je ne pense pas que la majorité doit organiser des manifestations le même jour que l'opposition. Non, c'est une entrave. Je pense que l'opposition peut organiser une manifestation et s'il y a deux manifestations le même jour, qu'on privilégie l'itinéraire de l'opposition. Donc l'IDPS peut organiser sa manifestation à Tchangou, l'opposition par exemple à Kalamou, mais les itinéraires du premier demandeur doivent être respectés et je pense que c'est bien, c'est ça pour la démocratie. Il y a un problème de fond sur le financement de ces processus électoraux. Le président Kadima l'avait dit l'autre fois, moi j'ai reçu le ministre des Finances qui avait dit non, il n'y a pas d'inquiétude, on a provisionné de l'argent, etc. Mais on voit quand même au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de commandes qui ne sont pas encore passées. On voit au fur et à mesure qu'il y a certaines opérations de Langa l'a dit qui ne sont pas financées. Et nous sommes à 6 mois. Et si jamais Kadima n'arrive pas à financer certaines opérations et que les choses décalent, à qui la faute? Permettez-moi, cher Jean-Marie, de revenir sur deux sujets. D'abord, le sujet du climat de terreur. Oui. Les mots ont leur sens. J'admets qu'il y a eu... Vous avez écouté Kamita avec Mouyaya sur RFI il y a à peine 2 jours. Climat de terreur. J'admets qu'il La dictature installée. J'admets qu'il y a eu... Je disais tout à l'heure que les mots ont leur sens. Dans un temps voisin,
il y a eu manifestation au Sénégal. Tout concourait, je crois aussi, à moins que je m'abuse, au processus électoral. Oui, Sonko contre Macky Sall. Sonko contre Macky Sall. Oui. 10 morts. Non. 26 morts. 26. 26 morts. 26. Le bilan s'est alourdi après. 26. Merci d'apporter 500 arrestations. la précision. WhatsApp coupé, Facebook coupé, Twitter coupé. J'ai dit que les mots ont leur sens. Je parlais tout à l'heure de surdosage. Nous condamnons les bavures et les excès. Mais il ne faut pas profiter de cela pour, je dirais, faire de la surenchère, utiliser des mots qui ne sont pas à leur place. La terreur, on l'a vu au Sénégal. Ça s'est passé dans un temps voisin. Et d'ailleurs, là, je fustige. D'ailleurs, fustiger, c'est peu dire. Silence radio de la communauté internationale. Sur le Sénégal. Vous avez vu un communiqué conjoint condamnant les morts? Vous avez vu un communiqué conjoint? On a appelé condamnant Guterres a appelé au calme. Non, à la Macron retenue. aussi, à la retenue. À la retenue. À l'usage disproportionné de la force. À la retenue. Oui. Convenez avec moi, Jean-Marie, que pour nous, Congolais, c'est quand même humiliant. C'est quand même humiliant. Et quand on voit un autre Congolais aller demander des sanctions, alors que dans un temps voisin, il y a eu ce qu'il y a eu. Et la communauté internationale n'a pipé mot. 26 morts. Ah, vous aimeriez qu'il y ait des morts ici suffisamment pour qu'on condamne? Non, pas du tout. Je sais que le peuple vous écoute. Je sais que la politique est cynique et je sais que c'est un fonds de commerce quand on est opposant, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas pensé. J'étais en train de faire une comparaison qui, à mon avis, vaut son pesant d'or pour situer et pour remettre les choses dans leur contexte. Parce que quand on dit qu'il y a terreur et qu'on parle de dictature, trouvez-moi alors les mots adaptés à ce qu'on a vu au Sénégal et qui n'a pas valu des commentaires. Patrick, lorsqu'il y a des perquisitions chez des gens, on a parlé de la vieille maman de 85 ans. Absolument. On a parlé d'arrestations en plein aéroport. On a parlé de fils de frères de Matata tabassés. On a parlé... Tout ceci, ça ne vous gêne pas, vous? Je vais aller mollo. Ça ne vous gêne pas? Je vais... Non, bien sûr qu'il y a des choses qui m'horripillent. Cela va sans dire. Jean-Marie, pouvez-vous permettre sur votre prestigieux plateau de recevoir des invités qui disent Balou Batoko, côté la bango basé belete. Vous pouvez permettre ça? Ce n'est pas déontologique. Merci. Vous pouvez permettre, sans la moindre preuve, recevoir un invité qui dit il y a un projet d'assassinat contre M. Kabila. Vous êtes une référence. Vous n'êtes pas l'idée de la dernière pluie. Dans ce jeu de rôle, quand les uns et les autres étaient pro et anti, avez-vous entendu des invités venir dire parce que Kabila est Katangé, bah Katangé bah ici. Ceci pour dire qu'il y a, je dirais, Le surdosage. merci. Surdosage. Le surdosage. Il y a le surdosage. Maintenant, je reviens sur les faits que vous avez cités de perquisition. Oui. Ces perquisitions font suite. C'est ça le climat de terreur. Ces perquisitions font suite à l'interpellation de M. Kalonda, sur qui pèse, je dirais, des griefs d'atteinte à la sûreté. À ce stade, je ne puis affirmer si les griefs présentés par la justice... Il y a un peu trop de procès atteinte à la sûreté. Hein. Trop de procès. On serait bien naïf de penser que les gens ne sont remplis que de bonne foi. Non. Surtout, quand, je ne sais pas si c'est anodin, on a vu fleurir dans les réseaux sociaux des vœux
des gens proches de l'opposition, des vœux de coup d'État. Je ne vais pas citer les noms. On est tous sur les réseaux sociaux. On a vu des gens qui sont biberonnés par l'opposition bourgeoise appeler à un coup d'État. Biberonné, dites-vous. Avec preuve à l'appui, peut-être, non? Bon, je n'aimerais pas... Poursuivez. Je n'aimerais pas entrer dans ce genre de détails. Donc, ces perquisitions ont fait suite au grief retenu. Laissons encore. Monsieur Matata dit, j'ai ramassé des douilles. Ça, c'est pour, je dirais, rejoindre mon estimé Beledou quand il parlait de la tautologie, autrement dit en lingala, de la nonsologie. Matata, ne sachant pas qu'il se couvrait de ridicule, a montré des douilles, comme quoi ces douilles étaient, je dirais, des balles que la police aurait tirées. Ne sachant pas, et ça j'ai appris par après, que les douilles ne vont jamais au-delà de la personne qui a tiré. Donc, s'il a ramassé des douilles avec lui, cela suppose... C'est la bonne partie des choses. Merci. Bon, ça c'est notre débat. Donc, mais vous ne répondez pas à ma question, on va terminer l'émission. Vous n'avez pas répondu à ma question parce que les financements dont on parle, et vous faites fi de cela, exprès. Le financement. Exprès. Vous faites bien de me relancer. Kadima s'est plaint lui-même, il y a des impayements, certaines opérations ne sont pas financées, et vous pensez que les processus vont aller tout bonnement, et nous sommes à 6 mois. Il y a des commandes qui peuvent prendre 3, 4, 5 mois de livraison. Il y a des problèmes de déploiement qui ne sont pas encore faits. S'il y a décalage, allez, glissement. Vous allez dire, c'est l'effet de l'opposition qui ose péter. Là, je rejoins encore une fois de plus Beledou. Là, je suis surpris. C'est sur ce genre de questions que l'opposition, si réellement l'opposition voulait des élections, si l'opposition se préparait aux élections, c'est sur cette question que l'opposition devrait s'agripper. Mais ce n'est pas à elle de trouver les moyens. Non, c'est un exécutif qui a c'est à elle de faire pression. C'est à elle de pousser, notamment les parlementaires. Mais comme l'opposition n'est pas dans la posture d'aller aux élections, mais plutôt de chercher un vade-mecum pour négocier. Là, vous prêtez des intentions. Notre rôle à nous... C'est un jugement de valeur. Non, notre rôle à nous, c'est d'établir des hypothèses. Et convenez avec moi que hier comme aujourd'hui, l'opposition se prête souvent à ce jeu de négocier. Dernière question de confiance, Eric. Et si les opposants avaient raison de dire qu'il y a un forcing pour donner la majorité et les élections à Félix Tshisekedi pour le deuxième mandat, coûte que coûte, ou plutôt, quels que soient les moyens par lesquels on doit y passer. Et qu'eux, ils ne peuvent pas accepter ça, le peuple non plus. Le malheur, c'est que chez nous, les acteurs politiques veulent garder leur posture chacun. Alors qu'en réalité, les consensus doivent se créer. Mais ça doit se créer autour des acteurs. Ils doivent, dans un camp comme dans un autre, accepter de transcender le fait que c'est le Congo qui doit gagner in fine, pas les personnages, parce qu'ils passeront. Parce que le consensus dont il est question ici, ça doit se créer avec la volonté, même à 1% des uns et des autres. Parce que la CENI n'est là que comme un arbitre. Au moment venu, la CENI attendra que les compétiteurs montent sur le terrain pour compétir et voir qui est-ce qui gagnera. Et la CENI, à mon sens, est prête à pouvoir démontrer aux Congolais qu'elle veut des élections. Vous êtes sûr oui, mais malheureusement, jusque-là, j'ai comme l'impression que c'est plutôt les acteurs politiques qui sont dans leur guerre. Parce qu'en réalité, même lorsque vous dites que nous avons des problèmes de climat, nous avons des problèmes de sécurité, d'insécurité plutôt, nous avons 145 territoires, voyez-vous, de Banana au Congo central, Libengue, Zongo, Sud-Ubangi, pas 5. De manière absolue, c'est 3. On parlera des Rutshuru, Masisi et Kwamut. Et sur les... Oui. Et ce n'est pas rien. Pour le 26. Justement. Alors, ce n'est pas rien. Alors, pour
pour avoir eu des problèmes dans 3 territoires sur 145, va-t-on vraiment ne pas aller aux élections? Moi, je pense que les acteurs politiques, s'ils veulent vraiment permettre à cette population qui a déjà pris goût aux jeux démocratiques d'aller aux urnes et voter les différentes autorités à différents échelons, qu'on y aille aux élections. Mais ça se construit pas. Je constate, moi je suis reporter des terrains, à plusieurs fois, j'ai vu la CENI lancer des invitations pour que les acteurs divers viennent au cadre de concertation, mais malheureusement, la même histoire se répète aussi bien que lorsqu'on faisait en 2018 que maintenant. Ceux qui sont dans l'opposition, ils ne viennent pas. Et là, je voudrais que la CENI puisse faire ne fût-ce que de rencontres, même en aparté, en coulisses, parce qu'il y a des... Dans les cadres de concertation de la SENCO, de la lui, CENI. il ne va pas accepter ça. Comment ça, il ne va pas accepter? Ils sont toujours en contact. Ils sont mais toujours en contact. Le contact. Non, le contact est permanent. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui ont des postures. À la télévision, à la radio, ils disent A, et en catimini, ils disent B. Il y en a eu des acteurs qui ont dit n'allez pas vous faire enrôler. On les a vus se faire enrôler eux-mêmes. Ils ont un double langage. Il faut faire attention avec les acteurs politiques congolais. Moi, je voudrais que l'on puisse plébisciter ce qui est fait, mais avec la volonté des uns et des autres, qu'on ait aux élections et le peuple va trancher. Parce que le climat là, c'est nous-mêmes qui allons le créer, si nous voulons qu'il soit bon. Merci. Ce qui est à souligner, oui. Il ne faudrait pas que l'opposition crée sa propre tombe. C'est-à-dire, en 2018, Martin Fayoulou, lorsqu'il battait campagne, il a clairement dit, je crois dans une province, à Lingala, au quotidien bureau de vote, au moni machine à voter, au voter. Il a dit ça. Il dit A et puis il dit B. Il est surpris de constater qu'il a échoué aux élections, bien il n'a pas gagné les élections. Et donc aujourd'hui, le PPRD, on l'a dit ici, ou Kabila, il y a eu un mot d'ordre de ne pas aller aux élections. Plusieurs cadres ont suivi, mais en même temps, à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou dans d'autres assemblées, il continue à suivre. Justement, ils participent au processus, ils apportent leurs revendications et puis ils partent. Donc, c'est-à-dire, ce double discours, Jean-Marie, ambivalence. Nous avons l'impression que cette opposition creuse sa propre tombe. Et donc, on ne peut pas comprendre à ceux qui ont milité depuis 2018. Rassurez-vous, Jean-Marie. Rappelez-vous, lorsque Fayoulou portait ses revendications des vérités des urnes, nous n'étions qu'à 5 mois après les élections de 2018. Mais il parlait déjà d'autres élections. Et d'autres partis d'opposition ont suivi. Nous voulons des élections en 2023. Avec ou sans Tshisekedi, nous irons aux élections. Et d'ailleurs, certains ont adopté la formule qu'utilisait l'UDPS. En 2023, s'il n'y a pas élection, une transition sans Tshisekedi. Et maintenant que la CENI, qui est l'organe technique, vous dit effectivement, voilà les indicateurs qui nous prouvent qu'au 20 décembre 2023, nous irons tous ces élections. Affûtez vos armes, préparez-vous. L'opposition continue à être dans la distraction. Merci. Et donc, beaucoup. Ça, c'est l'impression que cela donne. Merci beaucoup. Il faudrait que nous disions ça au Congolais. Israël, un dernier mot. Un dernier mot. Moi, je pense que le gage de transparence, c'est la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Je pense que lorsqu'il y aura élection, que les missions électorales, les missions d'observation électorale, que les partis politiques aient les témoins pour nous démontrer que les bureaux de vote par bureau de vote, voilà les vrais résultats. Mais avant ça... Est-ce qu'on a l'accompagnement, et c'est des mots, par rapport à la communauté internationale? Parce qu'on sent, un questionnement plus ou moins teinté de doutes dans les chefs des partenaires de la RDC. Le problème, c'est qu'il y a une mission exploratoire de l'Union européenne. Qui était là, ils sont là, et ce sont eux qui vont financer certaines missions d'observation, dont la leur. Donc, c'est à eux justement de voir si les conditions sont réunies. Mais moi, je pense que la CENI a dit que le procès est ouvert parce que la CENI a accrédité ce qu'on appelle des observateurs à long terme. Donc, qui suivent le processus dès le début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des observateurs à moyen terme et à court terme. À court terme, ils arrivent 2 semaines avant les élections, ils observent seulement les élections et puis ils repartent. Mais ici, de l'enrôlement déjà, de tous les processus, vous suivez tous les processus, il y a les accréditations. Et donc, la vraie question ici, ça veut dire que, on a parlé beaucoup de la SENCO ici. La SENCO a fait part de ses préoccupations, elle a envoyé un questionnaire. La CENI a répondu à toutes les questions. Il est maintenant bon que la CENI nous dise que voilà, sur telle matière ou sur telle autre matière, nous n'avons pas été convaincus.
Mais pour moi, je pense que les partis politiques doivent être vigilants, l'opposition doit être vigilante. Ça veut dire que lorsque la CENI va publier à deux mois de la campagne électorale liste provisoire, qu'elle nous dise voilà les fictifs sur les listes provisoires. Dès qu'elle va publier à 1 mois de la campagne électorale les listes définitives, que la CENI nous dise voici les fictifs sur les listes définitives. Lorsque la CENI va publier la cartographie des centres de bureaux de vote et tout ça, que l'opposition et les missions d'observation nous disent voici les fictifs qu'il y a là-bas. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera avancer le processus électoral. Merci beaucoup. C'était une première émission. Je peux avoir mon droit de mot de la fin, Jean-Marie. Oui, alors très court, vraiment très court. En fait, je crois que peut-être on l'a anticipé, mais vous conviendrez avec moi la difficulté ici que les politiques nous mettent à pouvoir discuter des vraies questions d'ordre électoral. Ce que je vous ai dit, c'est une question de culture. Quand on parle de la sécurité, c'est un problème réel en RDC. Vous le savez, ça ne relève pas. Vous savez tous que dans des pays sérieux, il y a des unités anti-émeutes qui vont généralement pour encadrer des marches. Ça, ce sont des vrais problèmes de société qui parfois méritent d'être réfléchis autrement. Sur la question des élections aujourd'hui, je veux me répéter peut-être. Vous allez me l'excuser, mais je crois qu'à ce stade ici, le débat discursif que le politique impose à la CENI prouve à suffisance qu'on est en face des agendas multiples. Je vous ai dit ici la question de la culture, le jeu tel que posé maintenant. Il y a ceux qui parlent d'élections à haute voix, mais ils ne sont pas dans la dynamique des élections. Les élections, ça coûte de l'argent dans le parti politique. L'élection, ça veut dire que votre centrale est équipée. Vous enrôlez des techniciens. Par exemple, on condamne la CENI de l'audit, mais ma foi, posez la question, on vous dira. L'audit, c'est celui qui commande, qui choisit les acteurs. Même quand on parle de l'UF, je vais donner une vérité ici, que quelqu'un qui a le preuve vienne me contredire. Il n'existe pas au monde un cabinet spécialisé dans les questions électorales. Ça n'existe pas. C'est-à-dire on donne à des organisations pour des raisons de crédibilité qui recrutent des experts qui vont faire le travail. Merci la CENI beaucoup. n'a juste que contourné une organisation qui était rejetée. Merci beaucoup. Revenons sur les questions de fond. Absolument. On va y revenir très prochainement sur les questions de fond. On aimerait Rappelant bien. que c'était une première, un premier débat d'ailleurs, une première discussion autour des élections, parce que avec la CENI, nous allons continuer à voir si effectivement si ce processus va aller à son terme et quand au mois de décembre prochain, qu'on fera effectivement ces élections chez nous pour ce quatrième cycle. En prêchant un tout petit peu pour notre paroisse, la presse devrait être protégée et j'ai appris d'ailleurs qu'au dernier conseil des ministres, il a été décidé là-bas de protéger les journalistes pendant le cycle électoral, de sorte qu'il n'y ait pas de bavures, même si effectivement quelquefois il y a des tendances au sein des débats politiques, au sein des émissions. Gardez chacun ses plates-bandes. Allez, à la fois prochaine.